Écoute plutôt l'histoire de Somilaka, elle s'est passée dans cette forêt même. Somilaka. Somilaka, c'était le meilleur artisan de toute la ville. C'était le meilleur tisserand que l'on puisse imaginer. Il tissait les toiles les plus fines ou les plus ouvragées. Il tissait pour le roi, il tissait pour toute la cour, il tissait pour toute la ville. C'était le meilleur tisserand de tout le pays. Et c'était le plus pauvre de tous les artisans de la ville. Il gagnait tout juste de quoi se vêtir et se nourrir, rien de plus. Un jour, il va voir sa femme et lui dit « Ma femme, je pars en pays étranger. Je veux faire fortune. » L'action sans effort ne donne jamais de fruits. Je pars. Sa femme lui a dit « Oh, pourquoi pars-tu? Pourquoi ?» Certes, ce qui doit arriver arrive, mais ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. Tu ferais mieux d'accepter le sort misérable que le ciel t'a donné. Ma femme, a répondu Somilaka, change de ciel et tu changeras d'étoile. La fortune sourit aux audacieux. Tu vois cette bourse? Elle est vide. Je ne reviendrai que lorsqu'elle sera pleine de pièces d'or. Et Somilaka est parti. Il s'est installé dans une ville étrangère et là il a travaillé. Il a travaillé, il a travaillé. Il a travaillé pendant 3 années et au bout de ces 3 années, il allait gagner 300 pièces d'or. Il était temps de revenir. Il a mis ses 300 pièces d'or dans sa bourse à la ceinture, bien attachée, et il est parti à pied. Son chemin lui faisait traverser une forêt. Arrivé à mi-parcours, la nuit tombait. Il a pensé qu'il valait mieux se protéger des bêtes sauvages. Il est monté en haut d'un arbre, s'est installé sur la branche et il s'est endormi. Il a rêvé. Et dans son rêve, il a vu 2 personnages à la mine rébarbative. L'un était Kartri, le gardien du destin de chaque jour. L'autre était Karman, le gardien du destin de chaque vie. « Eh bien, Kartri, disait Karman, pourquoi tu fais gagner autant d'argent à ce Somilaka? Tu sais bien pourtant qu'il n'a pas le droit de posséder plus que le strict minimum. » Karman, a répondu Kartri, je n'avais pas le choix. Il a bien travaillé, il est juste qu'il gagne de l'argent. Mais si tu veux y mettre bon ordre, c'est à toi d'agir. Les 2 personnages ont disparu. Somilaka s'est réveillé. Il a porté la main à la taille. La bourse était vide. Alors il est descendu de l'arbre et il est retourné à la ville d'où il venait de partir. Il a rouvert sa boutique de tisserand et il s'est remis au travail. Pendant 1 année, il a travaillé. Et en 1 année, il a gagné 500 pièces d'or. Il était temps de rentrer. Il a mis les 500 pièces d'or dans une bourse. Il a fixé sa bourse à sa ceinture bien solidement. Et il est rentré à pied. Son chemin lui faisait traverser une forêt. Arrivé à mi-parcours, la nuit tombait. Mais cette fois-là, il n'est pas monté dans l'arbre. Il ne s'est pas laissé endormir. Il a continué de marcher, de marcher, de marcher dans la nuit à travers la forêt. À ce moment-là, il a entendu derrière lui 2 hommes qui parlaient. C'était Kartri, le gardien du destin de chaque jour, et Karman, le gardien du destin de chaque vie. « Eh bien, Kartri, pourquoi tu fais gagner autant d'argent à ce Somilaka? Tu sais bien pourtant qu'il ne doit posséder que le strict minimum. » « Je n'y peux rien, Karman. Il a bien travaillé. Il est juste qu'il gagne de l'argent. Maintenant, si tu veux qu'il en soit autrement, c'est à toi d'agir. » Les 2 personnages ont disparu. Somilaka porte la main à sa taille. La bourse était vide. Somilaka est désespéré. Il comprend qu'il ne parviendra jamais à faire fortune. Rentrer chez lui, affronter sa femme, ses amis, ses connaissances, la honte au front, il n'en a pas le courage. Il décide de mourir. Il va se pendre. Il défait la ceinture, la corde qui lui servait de ceinture autour de la taille. Il l'accroche à un arbre, il fait une boucle. Il passe sa tête dans la boucle. Il allait se jeter dans le vide quand il entend « Arrête ! Arrête !
As-tu perdu la tête pour vouloir perdre la vie? C'était Carman, le gardien du destin de chaque vie. Oui, je sais, je ne veux pas que tu gagnes de l'argent. Mais ce n'est pas une raison. Allez, défais cette corde, rentre chez toi et vis en paix. Non, a dit Semilaka, je ne peux pas rentrer chez moi tant que je n'aurai pas fait fortune. Mais tu sais que tu ne peux pas jouir de cette fortune. À quoi te servirait une fortune dont tu ne peux pas jouir? La fortune, c'est le moyen pour rendre la vie intéressante, c'est le moyen pour que chacun puisse vous considérer, vous respecter. Et moi, je ne veux pas passer toute mon existence à courir après une fortune qui chaque fois s'éloignera. Je ne suis pas un de ces chacals de cette forêt. Et comme Carman le regardait, l'air étonné, il lui a dit oui, dans cette forêt, il y avait 2 chacals qui vivaient très agréablement. Ils puisaient de l'eau à la rivière pour boire. Ils avaient des feuilles sèches l'hiver pour tapisser leur gîte. Mais surtout, ce gîte, ils l'avaient installé sur le chemin que prennent les rats de la forêt pour aller boire à la rivière. Ils avaient donc de quoi manger à satiété. Évidemment, ça n'était pas très varié, mais ils vivaient. Un jour, la femme du chacal a vu près de la rivière un taureau sauvage qui était venu boire. Une belle bête, très bien montée. Elle a couru vers son mari et lui a dit « Mon mari, as-tu vu le bel animal qui nous vient? Il a, entre les pattes de derrière, 2 superbes morceaux de chair mûrs à point. Ils vont sûrement bientôt tomber. Quand ils tomberont, si nous le suivons, nous ferons un repas de roi. » « Le suivre? Ma femme, lui a répondu son mari. Mais tu n'y songes pas. Quitter cet endroit où nous avons le gîte, le couvert, pour aller à l'aventure, suivre un inconnu. Non, 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 dit le mari, je ne peux pas faire une chose pareille. Toi, tu es un rabat-joie, lui dit sa femme. Si on t'écoutait, on ne te ferait jamais rien. Crois-tu que les cailles vont te tomber toutes rôties dans la gueule? Les cailles, non, a répondu son mari. Mais les rats qui font mon ordinaire suffisent à mon contentement. Celui qui ne se contente pas de peu ne se contentera jamais de rien. Parole de chacal. De quoi? De rien, de peu, lui dit sa femme. Est-ce avec de semblables paroles que tu m'as épousée? D'ailleurs, parlons-en. Depuis que nous sommes mariés, tu ne m'as jamais rien offert, ni friandises, ni riche parure. Je me sens prête à des plaisirs plus délicats. Pour faire court, sachez que la femme du chacal en a tant dit, en a tant fait, qu'ils ont fini par partir. Le taureau sauvage allait de ci de là, broutant selon sa gourmandise. Les 2 superbes morceaux de chair, les 2 fruits mûrs se balançaient mollement au gré de la marche. Les chacals ne les quittaient pas des yeux. Même pour manger, boire, ils ne dormaient jamais que d'un œil. Ils restaient les yeux fixés sur l'objet de leur convoitise. Et cela a duré 15 années. 15 années. Au bout de 15 ans, le chacal a dit à sa femme « Voici 15 années, ma chère, que je suis le taureau pour voir s'ils tomberont ou ne tomberont pas. Maintenant, c'est fini, je rentre à la maison. » Et c'est ainsi que le chacal a passé 15 années à suivre le taureau. Et moi, je ne veux pas passer, a dit Semilaka, 15 années à suivre la fortune. Voilà pourquoi j'ai décidé de me pendre. Ah, dit Carman, ton histoire me plaît, tiens. Je t'accorde une faveur. Une seule. Semilaka a répondu, je veux la fortune. Mais puisque je te dis que tu ne peux pas en jouir, même si je ne peux pas en jouir, je veux la fortune, pour avoir la considération générale. Très bien, dit Carman, tu l'auras. Mais va donc choisir laquelle, celle que tu désires. Et Carman envoie Semilaka à la ville qu'il vient de quitter. Il lui donne 2 adresses. Il ira chez le premier, chez le deuxième, il choisira laquelle des 2 fortunes il souhaite. Il s'agit de 2 hommes fortunés qui ne jouissent pas de leur fortune. Semilaka va d'abord chez le premier. Cet homme riche est avare, très avare. Il fait rentrer Semilaka dans la cour,
lui fait porter comme maigre repas les restes de sa table. On lui étend une vilaine natte par terre, il va y dormir. Et dans la nuit, Somilaka rêve. Il voit Kartri et Carman. « Kartri, pourquoi tu fais faire cette dépense à ce riche marchand pour nourrir ce Somilaka ?»« Ne t'inquiète pas, dit Kartri, tout est prévu. » Et le lendemain matin, l'hôte est pris d'un terrible mal au ventre. Il va être mis à la diète pendant 2 jours. Et ainsi, il aura récupéré tout l'argent qu'il a dépensé pour Somilaka. Somilaka se dit que ce n'est pas du tout ce genre de fortune qu'il souhaite. Alors il va dans la 2e maison. Et dans la 2e maison, il s'agit d'un homme très riche, mais prodigue. L'argent, il le gagne, il lui coule des doigts, il le dépense dès qu'il l'a touché. Il reçoit Somilaka comme un prince, lui fait préparer un somptueux repas, le couche dans des draps de soie. Et dans la nuit, Somilaka rêve, il voit Kartri et Carman. « Pourquoi, Kartri, as-tu fait faire cette dépense à cet homme riche pour nourrir ce Somilaka ?»« Ne t'inquiète pas, Carman, répond Kartri. Tout est prévu. » Et le lendemain, juste avant que Somilaka s'en aille, un cavalier apporte de la part du roi un présent en pièces d'or, en pierres précieuses, pour la seule raison de célébrer la générosité de l'hôte et aussi celle du roi. Somilaka retourne à la forêt. Il appelle Carman. « Carman, j'ai choisi la fortune du prodigue. »« Très bien, dit Carman, elle te sera accordée. » Et c'est ainsi que Somilaka est rentré riche dans sa ville, car la fortune sourit aux audacieux. La fortune, reprend Hiranyaka, elle peut se laisser convaincre.